Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Café Scientifique. Nous y sommes encore cet après-midi pour parler de la science. Ici, nous ne jurons que par la science. Et dans l'histoire de la science, les découvertes majeures ont souvent été associées à des noms célèbres. Et vous le savez très bien, tout au long de cette émission, nous ne ferons que, en tout cas, nous n'avons que fait l'apologie de ces célébrités dans le monde scientifique. Pourtant, derrière de nombreuses avancées scientifiques, se trouvent aussi des femmes. Et nous sommes dans le mois de la femme, le mois de mars, et sur ce plateau, nous avons une grande dame du monde de l'univers mathématique, et le thème qui nous amène cet après-midi, c'est parcours de femmes scientifiques, défis et réussites. Parcours de femmes scientifiques, défis et réussites. Cette thématique nous invite à explorer ces trajectoires inspirante, et donc il s'agit de comprendre les obstacles qu'elles ont rencontrés, qu'ils soient sociaux, institutionnels, culturels, professionnels, dans leur univers du monde, ou dans leur univers mathématique, ou du monde de l'enseignement supérieur. Donc, nous allons mettre également en lumière, leurs réalisations remarquables et leur impact dans les domaines de la science, de la technologie, de la santé et de l'environnement. Alors, les mathématiques ont un rapport avec tous ces domaines que je viens de citer. À travers cette émission, nous allons découvrir comment ces femmes ont transformé les défis. Puisque les défis, elles en rencontrent tous les jours. Être femme dans l'univers masculin et progresser est un défi majeur. Alors, nous allons retracer ces défis, comment elles ont pu transformer ces défis en opportunités, ouvert de nouvelles voies pour des générations futures et contribuer de manière significative au développement scientifique et technologique. Et pour l'occasion ce soir, nous avons une grande dame du monde mathématique sur ce plateau. Il s'agit du docteur Keita Chata Sanogo. Elle est spécialiste des mathématiques appliquées et enseignante chercheur à l'université des sciences technologiques et techniques de Bamako, et particulièrement à la faculté des sciences et techniques. Docteur Chata Sanogo, merci d'avoir accepté notre invitation et bonsoir. Bonsoir, Monsieur Fabrice. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. C'est à nous de vous remercier. Comment est votre mental? Comment vous vous portez actuellement sur ce plateau? Je dirais que ça va. Ça va, je me sens bien. Très bien. Alors, comment se portent les mathématiques? Bon, les mathématiques, dans l'ensemble, je dirais que ça va. Pas comme on veut, mais bon, ça va. Ça veut dire que ça ne va pas. Ça va. En tout cas, merci beaucoup. Merci une fois encore d'accepter notre invitation et partager quand même ce mois de la femme bientôt, en tout cas le 8 mars. Et c'est dans cette ordre d'idée que nous vous recevons pour cette émission Parcours de femmes scientifiques, défis et réussites. Je ne suis pas seul sur ce plateau à animer quand même cette partie. Je suis avec Ramatou Raïdara. Pour une fois, je suis entouré de dames. Alors, Ramatou Raïdara qui va nous présenter dans un moment à l'autre la rubrique Science en bref. Ramatou Raïdara, merci d'avoir accepté de nous accompagner sur ce projet. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer cette émission avec des témoignages. Dans la préparation de cette émission, nous avons touché quelques personnes qui connaissent vraiment le parcours de notre invités et qui, bien sûr, ont bien voulu donner leur témoignage sur celle que nous recevons. Nous allons passer en premier Dr Bintou Ly, qui est spécialiste, elle est docteur en biologie. Nous allons écouter son témoignage sur notre invité.
Cathy jusqu'à Bamako, être là à 7h du matin pour faire les TP, les TD, c'est pas donné. Ce courage n'est pas donné à toutes les personnes, comme surtout chez les dames. Et descendre après 20h, vraiment, on dirait que chapeau pour elle, parce que si on n'est pas courageux, qu'on n'aime pas son boulot, on ne va pas quitter sa maison avant 7h et rentrer après 20h. Elle fait les maths, qui n'est pas du tout fréquent chez les dames. On voit les dames en biologie, mais en maths, physique, c'est vraiment rare. Elle fait partie de l'une des personnes vraiment qui est dans ce département. Elle est trop gentille, jusqu'à ce qu'on peut abuser d'elle. Oui, tellement qu'elle est gentille, les gens l'utilisent de trop. Donc, plan social, vraiment, elle est exceptionnelle. Il n'y a pas de reproche à faire à elle sur ce plan-là, vraiment. C'était docteur Bintou Ly qui a bien voulu livrer ses témoignages sur notre invité, docteur Kita Chata Sanogo. Alors, vous avez suivi, c'est une de vos connaissances, elle n'est pas en maths, mais elle est en biologie. Oui, oui, je connais la docteure Bintou Ly, Madame Konaré. Nous avons été recrutés sur la même décision. Donc, depuis, on chemine ensemble à la FST. Elle dit même que des fois, les gens abusent de vous. En tout cas, c'est quelque chose quelque chose sur laquelle nous pouvons revenir sur la fin. Mais qu'est-ce que vous en dites? Bon, je ne m'en rends pas compte, en fait. Ah, ok. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Alors, vous êtes deux au département de mathématiques à la faculté des sciences et techniques sur la colline à Badalabougou. La deuxième aussi a bien voulu nous livrer quelques témoignages sur vous. Je crois nous allons suivre docteur Aïssata Adama. Moi, c'est docteur Aïssata Adama, Madame Traoré, du département de mathématiques et informatique de la faculté des sciences et techniques. Je connais Chata en tant qu'enseignante chercheur. Nous sommes dans le même département et nous sommes les deux d'ailleurs du département de mathématiques. Elle fait maths appliquées, spécialement analyse numérique. Et moi, je fais les maths fondamentales. Ma spécialité, c'est analyse harmonique. Et c'est vraiment une enseignante. Elle travaille bien dans son domaine. Elle fait aussi de la recherche. Et sa motivation, son souhait est de motiver les jeunes filles à nous rejoindre. Parce que, comme vous le savez, nous ne sommes que deux. Caractère humain, vraiment, elle est irréprochable. Elle est irréprochable, elle est aimable avec tout le monde. Aimable avec tout le monde, elle partage tout avec tout le monde et il n'y a pas de problème avec elle. Vous êtes irréprochable, dit votre collègue, docteur Aïssata Adama. C'est vrai? Ou bien vous ne vous en rendez pas compte aussi? C'est pas que je... Bon, je la remercie pour son témoignage. Tout simplement. Tout simplement. D'accord. Alors, nous sommes toujours dans cette mouvance des témoignages et nous allons maintenant suivre le chef du département de mathématiques, le professeur Barry Demba, qui a bien voulu aussi nous livrer ses impressions. Et c'est après tout ceci que nous allons revenir dans le vif du sujet, parcours de femmes scientifiques, défis et réussites. Je suis Demba Barry, chef du département de mathématiques et d'informatique de la faculté des sciences et techniques qui relève aussi de l'université des sciences et techniques et des technologies de Bamako. Madame Keita, docteur Chata Sanogo, est une enseignante chercheure dans mon département. Donc, comme je venais de le dire, dans le département de mathématiques et informatique de la FST, nous n'avons que deux femmes qui sont vraiment actives en termes d'enseignement et de recherche, dont Dr Chata. Et en fait, donc ça fait que c'est un milieu qui est assez dominé par les hommes. Donc, puisque c'est un milieu assez dominé, donc les rares femmes qui sont là-dedans
font que ça attire quand même l'admiration de pas mal de gens. Donc Sata est une collègue. On a même des bureaux qui sont contigus, parce que je suis dans un bureau qui est contigu à son bureau. Donc on se taquine couramment. Et voilà. Et puis je la connais aussi en tant que chef de département, parce que comme chef de département, je dois rendre compte, donc je dois faire des rapports sur chaque enseignant. Et puis voilà, donc on se connaît depuis un certain nombre d'années, depuis plusieurs années. Donc sur le plan professionnel, donc je trouve que Chata est irréprochable. En termes d'enseignement, parce que notre profession, c'est enseignant-chercheur. Donc, ce qui fait une casquette d'enseignant et de chercheur. Donc, en termes d'enseignant, elle intervient à tous les niveaux et elle est jusqu'au master. Alors, mais elle est experte dans les mathématiques appliquées, contrairement à moi. Donc, elle est experte également dans les maths appliquées. Donc, elle est spécialisée dans les maths appliquées et spécialement en analyse numérique. Donc, ça fait que c'est des domaines qui sont assez pointus. Et avoir une femme qui travaille dans de tels domaines dans des pays comme les nôtres, il faut vraiment ses chapeaux à elle. C'était le professeur Barry Demba, le chef de département de mathématiques à la faculté des sciences et techniques. Merci beaucoup. En tout cas, tous ces témoignages-là, qu'est-ce que ça vous fait? Quel est le ressentiment? Qu'est-ce que vous ressentez après avoir suivi ces témoignages? Ces témoignages me vont droit au cœur. Voilà, c'est vrai que je peux dire que c'est la première fois que j'entends des témoignages sur moi de la part de mes collègues et ça fait plaisir d'entendre ce qu'ils viennent de dire. D'accord. Alors, nous allons maintenant repartir de la base vers le sommet. D'accord. Chata, docteur Chata Sanogo, où est-ce que vous avez commencé vos études primaires? Comment est-ce que vous étiez tombée amoureuse des sciences? Comment l'amour des mathématiques est né? Est-ce que vous êtes née dans une famille où l'environnement était propice pour pouvoir réussir les maths? C'est plusieurs questions à la fois. 4. Ça fait 4 questions à la fois. Bon, c'est vrai que je viens d'une famille d'enseignants. Mon papa est professeur de chimie. Oh. Voilà. Donc, ma maman est enseignante au primaire. Elle est à la retraite maintenant. Bon, mon papa, paix à son âme, lui, il a fini sa carrière à la faculté de pharmacie. Il était professeur de chimie à la faculté de pharmacie sur la colline du Point G. Voilà. Donc, c'est vrai que, à la maison, le suivi, famille d'enseignants, le suivi était régulier. Tous les jours, après le déjeuner, les cahiers étaient regardés. On regarde tout ce que vous avez fait pendant la matinée. Il y a des exercices. C'était vraiment le suivi et c'était toutes les matières. Il y avait pas, on ne privilégiait pas une matière par rapport à une autre. On pouvait nous donner des exercices en conjugaison, comme des exercices en calcul, voilà. Donc, toutes les matières y passaient. Et donc, mais j'étais vraiment à l'aise avec les matières scientifiques, mathématiques, les calculs depuis toute petite. Apprendre les leçons aussi, j'avais aucun problème. Mais par contre, les dissertations, ça n'allait pas. La dissertation, c'était ma bête noire, oui. C'était ma bête noire. Bon, j'ai fait le premier cycle à Amdalaï, oui, l'école fondamentale Marché E. J'ai fait le premier cycle là-bas. Et après, la famille a déménagé à Kalabankoura. Il n'y avait pas Bamako, de... Bamako, toujours. Voilà. Hors du Mali. Voilà. À Bamako, toujours. Amdala aussi, Bamako, c'est à Bamako. Oui. Alors, le second cycle, je l'ai fait à Daoudabougou. Kalabankoura, il n'y avait pas de second cycle à ce moment-là. Donc, on partait au second cycle de Daoudabougou. Donc, là-bas, j'ai fait le second cycle. J'ai eu le DF là-bas. Et je suis partie au lycée de Badala. C'est maintenant là où il y a la FST. C'était le lycée de Badala avant. Voilà. Donc, 10e science, puisque j'étais plus à l'aise en sciences. Donc, j'ai fait la 10e science.
Maintenant, à ce moment-là, après la 10e séance, c'est le censeur du lycée qui faisait les orientations. Comme j'avais les meilleures notes en sciences, on m'a orienté en SE. Mais moi, sciences exactes, voilà. À ce moment, on appelait ça sciences exactes. Je ne sais pas quelle appellation on a maintenant. C'est toujours sciences exactes. OK. Parce que, par exemple, sciences biologiques, voilà, c'est devenu sciences expérimentales. Donc, je pensais que l'autre aussi avait changé. Donc, du coup, moi, je voulais faire médecine, en fait. OK. Voilà. Donc, quand je suis partie voir à l'école où est-ce qu'on m'avait orienté, j'ai vu SE, j'ai dit au censeur, non, moi, je vais faire médecine, donc il faut me réorienter vers la SB. Sciences biologiques. Pour lui, il n'y avait aucun problème. Quand je suis partie à la maison, mon papa m'a demandé, quand je lui ai fait les comptes rendus, il m'a dit non, tu vas retourner à SE parce que tu vas faire une école d'ingénieur. Bon, c'était mon papa, mon modèle, mon idole, tout ce qu'il disait, ça passait. Voilà. Le lendemain, je suis repartie à l'école et j'ai changé en SE, sciences exactes. Et c'est comme ça que j'ai continué jusqu'à, j'ai eu le bac sciences exactes, bac SET. Vous avez eu le bac sciences exactes. Voilà, sciences exactes. Très bien. Ça, c'est arrivé jusqu'au baccalauréat. Voilà. Et après ça, donc, le cursus universitaire va commencer. Oui. Et... Donc, après le baccalauréat, j'ai eu une bourse d'études pour le Maroc. OK. Bourse d'études en maths physique. Okay. Voilà, c'était logique, puisque eux, ils font une étude de dossier pour donner les bourses. Donc, on m'avait orienté à la faculté des sciences de Casablanca, maths physique. Donc, toujours l'idée de faire une école d'ingénieur tenait, parce que pour faire une école d'ingénieur, il faut passer par soit les classes prépa, 2 ans de classe prépa, faire le concours des écoles d'ingénieurs au Maroc, c'est comme ça que ça se passe, ou bien on fait la faculté classique, après le DUG, on fait la première et la deuxième année, on a le DUG, et après le DUG, on fait les concours des écoles d'ingénieurs. Okay. Donc, ça tenait toujours. Donc, j'ai fait la première année et la deuxième année, sauf que en deuxième année, les concours des écoles d'ingénieurs se passent au même moment que la deuxième session. Ça veut dire que ceux qui vont en deuxième session n'ont pas droit à faire les concours des écoles d'ingénieurs. Et malheureusement, j'étais en session, en deuxième session. Donc, je n'ai pas pu faire les concours, mais il y avait la possibilité toujours de faire après la maîtrise. En ce moment, c'était l'ancien système. Première année jusqu'en 4e année, vous avez la maîtrise. Donc, je comptais, toujours sur la même lancée, après la maîtrise, me présenter au concours des écoles d'ingénieurs. Oui. Mais en maîtrise, j'ai rencontré une dame qui est devenue mon modèle, mon professeur de mathématiques. On allait parler de ce modèle-là que vous avez rencontré et qui vous a façonné peut-être, qui vous a inspiré à embrasser les mathématiques purement. Parle-nous vraiment d'elle. Qu'est-ce qui a été le déclic en ce modèle pour vous? Déjà, dès son premier cours, en 4e année, en maîtrise, en classe de maîtrise, dès son premier cours, je l'ai admiré. J'ai dit, non, là, c'était à Kénitra. Okay. Après le 2 à Casa, j'ai fait un transfert, je suis partie dans une autre ville qu'on appelle Kénitra, une autre université. Voilà. Donc, je me suis dit, intérieurement, je vais être comme celle-là, comme ça. Et voilà. Elle est mathématicienne. Elle est mathématicienne, voilà. Elle est spécialiste aussi en mathématiques appliquées. Il fait la théorie des contrôles optimales. Okay. Voilà. Donc, c'est comme ça, j'ai dit, je vais être comme elle. Comme ça, et j'ai abandonné l'idée de faire une école d'ingénieur et tout le reste. Mais ça n'a pas posé de problème en famille? Non, ça n'a pas posé de problème. En ce moment, bon, on considérait que j'étais suffisamment mature pour prendre mes décisions moi-même, parce qu'au lycée, c'est pas pareil. Voilà. Quand j'ai dit la nouvelle à mon papa, j'ai dit, je vais continuer en mathématiques. Je ne veux plus faire des concours d'ingénieur, je vais continuer en mathématiques, c'est-à-dire faire... Avant, ce n'était pas le master, c'était le 2A. Oui, voilà, j'ai dit, après la maîtrise, je vais faire un 2A en mathématiques et continuer en doctorat. Il dit qu'il n'y a pas de problème, du moment que... Voilà. Et la thèse est faite où?
toujours au Maroc. Mais c'était en collaboration avec un laboratoire en Tunisie. Donc, j'ai fait la thèse entre le Maroc et la Tunisie. Voilà, j'avais un co-encadrant tunisien et l'encadrante, c'était toujours la même dame que j'ai rencontrée en 4e année, que j'ai dit, je vais être comme elle. Je l'ai suivie depuis la 4e année. Donc, c'est elle qui m'a encadré en thèse en collaboration avec un autre prof tunisien. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est vous qui êtes venu à la mathématique ou bien c'est la mathématique qui est venue, les mathématiques qui sont venues vers vous? À chaque fois qu'on me pose cette question, j'ai envie de dire que ce sont les mathématiques qui sont venues vers moi. Parce que je les faisais sans même me rendre compte que je faisais quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Voilà, donc je dis que les mathématiques sont... Je dis tout le temps à mes étudiants, si les mathématiques ne viennent pas vers vous, partez vers les mathématiques, parce que ce sont les mathématiques qui sont venues vers vous. Si les maths ne viennent pas vers vous, partez vers elles. Est-ce qu'en partant vers elles, vous pensez que la réussite peut être simple? Oui, je dirais, parce que vous savez, les gens ont tendance à croire que les mathématiques, c'est fait pour certaines personnes. Non, les mathématiques sont accessibles à tout le monde. Les mathématiques sont... Il n'y a pas question de filles ou de garçons ou de niveau social. Les mathématiques sont accessibles à tout le monde. Très bien. Merci beaucoup, docteur Keita Chata Sanogo. Merci pour ce parcours depuis le primaire, passant par le secondaire et le parcours universitaire. Vous l'avez suivi avec beaucoup d'attention. Maintenant, souvent, la plupart des choses que nous entendons sur les mathématiques, c'est que on est trop dans la théorie, on est trop dans l'imaginaire. Quand on dit par exemple x carré moins y carré, ça, à quoi ça sert dans la vie de tous les jours? À quoi ça nous sert quand on parle de racine carrée, on parle d'intégrale, tout ça là? À quoi ça nous sert quand on parle des fonctions homographiques, fonctions logarithmes népériennes? À quoi ça nous sert réellement dans la vie de tous les jours? Merci pour cette question. Vous voyez que moi, j'ai fait les mathématiques appliquées, on vous a dit. Voilà, j'ai fait les mathématiques. Actuellement, je fais des recherches sur les mathématiques appliquées à la médecine. Donc, ce que vous voyez comme X, Y, c'est des inconnus qui représentent... ça représente quelque chose, en fait. Voilà. Donc... par exemple, si je fais, bon, je ne sais pas si je ne vais pas dire ça le plus simplement possible, si je fais un modèle mathématique, par exemple, pour travailler, pour modéliser, par exemple, une maladie, par exemple, le paludisme. Par exemple, la population, je peux dire, je représente la population par X. Voilà, je peux représenter le virus par... Y, ainsi de suite. Donc, pour définir l'évolution de la population, vous allez voir que c'est X qui va... vous allez voir X', par exemple, la dérivée de X. Donc, ça va définir l'évolution de la population. Quand vous allez voir une équation avec Y' qui varie en fonction du temps, c'est l'évolution des virus. Pourquoi désigner les choses par les inconnus? Pourquoi nous n'allons pas directement vers la chose et expliquer peut-être aux apprenants, voici le X là, l'inconnu là, voici ce que ça peut être dans la vie. Est-ce que les profs de maths qui nous avaient eus, est-ce qu'ils étaient réellement informés? Bien sûr qu'ils sont informés. L'inconnu, ça représente quelque chose. Mais pourquoi ils ne nous l'avaient pas dit que, vraiment, le X là, ça peut être une situation de la vie quotidienne. De la vie réelle. De la vie réelle. Oui. Ils ne nous l'ont jamais dit. Vous pensez qu'ils ont raison? Bon. Ou bien vous pensez que vous avez raison? Je ne dirais pas qu'on a raison. Je crois que ça fait partie des problèmes que beaucoup d'enfants rencontrent en mathématiques. Oui. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire le lien entre les mathématiques et la vie réelle. Ça. Donc, ça fait que... On nous pose souvent cette question, hein, les étudiants nous disent « Madame, ça va ?» ou bien « Monsieur, à quoi ça va me servir après ?» Mais j'ai dit tout ce que vous faites depuis que vous vous levez le matin
jusqu'à ce que vous vous couchez, vous ne faites que les mathématiques. Oui, vous utilisez les outils mathématiques. Faisons ça. Dites-nous les choses voilà. réellement. Donc, ça rentre dans le cadre de démystifier les mathématiques pour que les enfants y adhèrent. Donc, il y a même une association dans ce sens-là maintenant, la Société mathématique du Mali, qui essaie de faire ce travail-là, de démystifier les mathématiques pour que les enfants puissent aller vers les mathématiques. Alors, une question particulière. Quand nous prenons juste les fonctions logarithmes népériennes, là, à quoi ça peut servir? Comment est-ce que nous pouvons ressentir ça dans nos assiettes? Là, vous me posez une question... Bon, ce n'est pas une question difficile ou bien une question bête. Comment est-ce que nous pouvons ressentir ça dans nos assiettes? Logarithme népérien, c'est une fonction déjà. Oui. D'accord? Donc, une fonction, c'est une correspondance qui applique... comment on appelle ça? Une correspondance qui... entre deux... Bon, si je dis ensemble encore, vous allez dire ça, c'est compliqué. Allez-y, on comprend quand même voilà. Voilà, donc correspondance. C'est pour que je dis souvent, les mathématiques, tout ce qu'on utilise, c'est le mot de la vie courante, et une correspondante entre des ensembles. Si vous prenez un élément de cet ensemble, là, cette correspondance ça va correspondre à un autre élément du deuxième ensemble. Oui. Donc, ce qui fait que... dans la vie réelle, par exemple, il n'y a pas un exemple qui me vient directement en tête par rapport... Non, par exemple, si nous prenons par exemple les ponts et chaussées, est-ce que les maths interviennent à ce niveau? Bien sûr, les maths interviennent. Tous les calculs en ce qui concerne l'ingénierie, c'est que les mathématiques. C'est que les mathématiques, il y a tout un... il y a même pas, c'est même pas seulement une spécialité, c'est des spécialités dans l'ingénierie. Les ponts, que ce soit la résistance. Déjà, même quand vous devez construire un pont, comment faire venir déjà le matériel, dans quel ordre, tout ça, ce sont les mathématiques. Ça rentre dans le cadre des recherches opérationnelles. Donc, tout ce que l'ingénieur, que ce soit la rigidité, la durabilité, tout ce qui vous passe par la tête, ce sont les mathématiques. Tout ce qui concerne l'ingénierie. Très bien. Il faut être très bon déjà en mathématiques pour faire les sciences de l'ingénieur. Merci beaucoup. Alors, vous avez évolué avec les hommes dans le monde professionnel. Vous êtes dans un milieu où c'est dominé vraiment par les hommes. Est-ce que vous rencontrez souvent des difficultés avec ces hommes dans l'exercice de votre profession? Bon, au contraire, parce que... Ils vous regardent, hein? Je sais qu'ils me regardent. Non, on ne rencontre pas de difficultés particulières avec nos collègues hommes. Au contraire, ils savent que notre tâche n'est pas facile dans le monde où nous sommes. Donc, nous avons non seulement le côté professionnel, aussi le social. Donc, du coup, ils ont tendance même à nous donner des coups de main. Okay. Voilà. Donc, partout où j'ai été, c'est comme ça. Chaque fois, on essaye de me soulager, de me donner un coup de main pour que... Il n'arrive pas à certains hommes jaloux vraiment de vous stigmatiser. Même s'ils le font, je ne vois pas ça comme ça. Je ne m'en rends pas compte en fait. Okay. Voilà. Merci beaucoup, docteur Keita Chata Sanogo. Alors, nous allons passer à une autre rubrique de cette émission. Il s'agit de Science en bref. Et je demande la technique, le générique. Alors, merci à la technique pour le générique. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du parcours des femmes scientifiques et la rubrique Science en bref va concerner aussi cette partie. Et cette partie nous sera présentée par Ramatou Raïdara. Bonsoir une fois encore et merci d'être là. Bonsoir. On parle souvent des défis de la science en Afrique, mais on oublie parfois celles qui la font avancer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette chronique.
À l'occasion de la Journée internationale des femmes, il est important de rappeler que de nombreuses femmes contribuent activement au progrès scientifique en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali. Précisément au Mali, des chercheuses comme Aminata Touré ont joué un rôle important dans la recherche sur le paludisme et les maladies tropicales. Au Nigeria, la chimiste Francisca Neka Okeke est reconnue pour ses travaux sur l'ionosphère et les sciences spatiales. En Côte d'Ivoire, le microbiologiste Bassirou Bonfo a collaboré avec plusieurs femmes scientifiques pour renforcer la recherche en santé publique et en sécurité alimentaire dans la région. Ces scientifiques démontrent que la participation des femmes est essentielle pour faire progresser la recherche, l'innovation et le développement en Afrique. Toutefois, les données mondiales rappellent un défi important. Les femmes restent sous-représentées. Selon une estimation de l'UNESCO, elles représentent environ 33% des chercheurs dans le monde. Encourager les filles à s'orienter vers les sciences reste un levier majeur dans l'avenir du continent. C'est tout pour cette chronique. À très bientôt. Merci Rabatou Raïdara pour ces informations rassemblées sur les femmes scientifiques ici et là. Alors, Madame Keita, Docteur Keita Chata Sanogo, alors nous allons tourner vers vous. Vous avez aussi écrit des articles scientifiques, vous avez fait des découvertes. Parlez-nous un peu des réalisations que vous avez eu à faire durant votre parcours professionnel. Bon, durant mon parcours, déjà au moment de la thèse, j'ai eu à faire des publications. Donc, le laboratoire dans lequel j'ai fait ma thèse en mathématiques appliquées, déjà, c'est un laboratoire qui collaborait. Quand je me suis inscrite en thèse, ils avaient une collaboration avec une institution qui les avait fait appel pour qu'ils les aident à prendre des décisions, donc de faire des mathématiques d'aide à la décision. Donc, c'est comme quand je les ai joints, donc mon sujet était dans la continuité de ce projet-là. Donc, c'était mathématiques appliquées à la gestion des ressources halieutiques, parce qu'en ce moment, ils avaient des problèmes avec d'autres exploitants qui exploitaient leurs ressources halieutiques et ça les faisait beaucoup de pertes. Donc, pour essayer d'équilibrer, les conséquences étaient énormes sur la population, sur les exploitants locaux et tout le reste. Donc, ils voulaient trouver un équilibre entre ceux qui viennent exploiter leurs ressources et ceux qui sont, et les autochtones, si on peut parler ainsi. Donc, c'était sur ça. Donc, j'ai fait 3 publications scientifiques sur ça. Et après la thèse, une fois ici au Mali, à la faculté des sciences et techniques, avec nos collaborateurs, là aussi on travaille dans un laboratoire, et dans ce laboratoire, il y a plusieurs équipes. Donc l'équipe d'analyse numérique, donc on a eu à faire des publications. Même au moment du Covid, on a fait une publication sur le Covid. Et là, on est en train de travailler sur un projet de mathématiques appliquées à la modélisation du cancer, du traitement du cancer. Okay. Voilà. Mais est-ce que dans ces réalisations, est-ce que vous avez déjà rencontré un défi que vous n'avez pas pu surmonter? Défi scientifique. Un défi scientifique. Bien sûr. Il y a souvent, on a des soucis, par exemple, pour la modélisation du cancer, par exemple. On travaillait avec le centre de radiologie. Donc déjà, on avait des problèmes au niveau de données et ça continue. Ça continue au niveau des données. Donc la dame qui travaillait avec nous a eu une opportunité. Donc, elle a saisi et puis elle est partie. Donc là, on peut dire même que c'est un stand-by parce que on a commencé un travail. On avait un interlocuteur maintenant qui est parti. Et comment faire pour continuer? On est à ce stade-là pour ce projet-là. Et on a d'autres
défi, c'est-à-dire, par exemple, quand on fait nos recherches, on a nos résultats. Normalement, c'est pour faire de l'aide à la décision, surtout en matière de santé. Donc, mais c'est comme si, à part un certain nombre de personnes qui nous connaissent, qui savent ce que nous faisons, la majorité des gens ne savent pas ce qu'on fait. Bien sûr. Voilà. Donc, une fois, à un moment même, on avait essayé de faire des cafés scientifiques, faire des conférences avec moins d'équations, moins de mathématiques pour faire comprendre aux gens ce que nous faisons. Donc, ça, c'est un défi. Faire comprendre aux gens ce que nous faisons, ce que nous pouvons apporter aux politiques pour prendre des décisions, voilà, concernant un problème ou un autre. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'il arrive à certains étudiants aujourd'hui de vous prendre comme des modèles, surtout les jeunes filles? Je dirais oui. Il y a des étudiantes même qui me le disent. Madame, moi j'aimerais être comme vous. J'ai dit, ben, bienvenue. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui, il y a des étudiantes. Ça fait plaisir de savoir que des gens veulent vous prendre comme des modèles. Mais aujourd'hui, dans le monde scientifique, quel est le regard que vous portez sur les femmes dans ce monde scientifique? Bon. Est-ce que ça va, le taux de femmes scientifiques, est-ce que ça va vraiment ou bien il faut encore du travail? Bien sûr qu'il faut du travail. Elle vient de le dire, le taux est très bas. Le taux est très bas, donc il faut du travail. Il faut encourager les jeunes filles à partir vers les sciences. Et les sciences en général et les mathématiques en particulier, parce que les mathématiques, c'est la base de toutes les sciences. Voilà. Donc, les jeunes filles... Bon, un des problèmes, moi, je pense, c'est pourquoi les filles n'y vont pas. Un des problèmes, c'est le manque de modèles, déjà. Okay. Nous, on est passé par là. Une fois, on avait fait une conférence à Ouaga, c'était en 2012, je pense, rencontre des femmes mathématiques d'Afrique. C'était le constat, ce constat était unanime. Tout le monde était d'accord là-dessus que nos jeunes filles n'ont pas de modèle. Toutes celles qui étaient là-bas avaient rencontré leur modèle ailleurs. Okay, oui, que ce soit en Afrique, que ce soit... bon, le Maghreb, ça va. Elles ont des modèles quand même. Au Maghreb, ça va. Mais Afrique subsaharienne, jusqu'au niveau de l'Afrique du Sud, c'était le constat que les jeunes filles n'ont pas de modèle. Voilà. Toutes celles qui étaient présentes, à 80%, ont trouvé leur modèle ailleurs. Moi, pareil. Très bien. Voilà. Alors, vous aussi, c'est comme ça, vous avez trouvé votre modèle ailleurs. Maintenant, quelle est la relation que vous avez avec d'autres femmes scientifiques d'ailleurs? Quelle est la relation que vous développez aujourd'hui avec ces femmes scientifiques ou bien femmes mathématiciennes d'ailleurs? Bon, les femmes mathématiciennes, bon, d'ailleurs, déjà le laboratoire dans lequel j'ai fait ma thèse, il y avait deux femmes, deux étudiantes en même temps que moi. On continue de... Bon, on essaye tant bien mal de collaborer. En Tunisie aussi, il y en avait une qui faisait la thèse au même moment que moi avec le même professeur. Donc, on continue, on essaye de continuer de travailler ensemble. Même le projet dont je vous ai parlé sur le cancer, et à un moment donné, elle nous a donné un coup de main. Donc, on essaye de garder les contacts, de continuer à travailler ensemble, mais c'est vrai que ce n'est pas facile. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a un problème que je pose souvent à tous ceux qui se passent ici, c'est la problématique du financement de la recherche en Afrique et surtout au Mali ici. Est-ce que vous avez un accès facile au financement pour vos recherches? On n'a pas un accès facile au financement. Non, vous avez un accès facile parce qu'il y a l'EFCRIT. EFCRIT, mais ça fait un bon moment que EFCRIT ne finance plus. Hein. On avait un projet qui était passé à EFCRIT. Normalement, le projet, c'était sur 3 ans. Ils ont financé la première année et ça s'est arrêté. Donc, EFCRIT, j'y arrive pas. Voilà, EFCRIT,
C'est vrai que voilà, c'était pour ça, il y avait un pourcentage du budget national qui devait être affecté aux recherches. Mais bon, vu la situation, bon, ils ont leurs raisons. Ils donnent des explications, voilà, par rapport à l'arrêt des financements. En dehors de cette source de financement, comment est-ce que vous vous prenez pour continuer la recherche? Parce que sans la recherche, vous êtes d'accord avec moi que le pays, notre continent est bloqué. Voilà. Souvent, il y a des appels d'offres à l'international, on essaie de soumettre, sauf que ces appels d'offres prennent beaucoup de temps. Souvent, ça prend des années, l'étude des dossiers, parce que nous ne sommes pas, c'est international. Voilà. Donc, au niveau du Mali, on n'a pas de financement. Même les voyages, par exemple, quand on doit voyager pour les conférences dans la sous-région, on paye de notre poche. C'est que souvent, on est obligé de prendre des cars au lieu de prendre l'avion parce qu'on finance de notre poche. Le séjour, on finance nous-mêmes. Souvent, les organisateurs nous prennent en charge pour le séjour, genre hôtel, voilà, déjeuner sur les lieux de conférence, voilà. Sinon, le reste, c'est nous. Voilà, on finance de notre... Maintenant, à l'interne, comment est-ce que vous vous mettez ensemble pour pouvoir porter haut la recherche? Parce qu'on a l'impression que vous travaillez, mais les résultats ne sont pas visibles. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, les résultats ne sont... Normalement, on doit faire de l'aide à la décision. Si un problème est posé, donc il doit y avoir une équipe, ou sinon plusieurs équipes de mathématiciens, bon, de scientifiques en général, pour se pencher sur le problème. Par exemple, le Covid est passé. Dans beaucoup de pays, il y avait une cellule de crise. Et dans ces cellules de crise-là, il y avait souvent un professeur en mathématiques, au moins. Donc, derrière ces professeurs de mathématiques, normalement, il y a toute une équipe. En fonction des données qui venaient des hôpitaux, faisaient des modèles mathématiques, traduisaient, interprétaient, analysaient ces modèles et interprétaient. C'est en fonction des résultats de ces équipes-là qu'on prenait des décisions par rapport à tel ou tel paramètre. Donc, nous, ça fait partie de nos défis, on a ce problème-là. Quand il y a ces crises-là, on ne pense pas automatiquement à nous. C'est nous-mêmes. On essaye de travailler. Si on a des résultats, on essaye de taper à les portes pour faire connaître nos résultats. Donc ça encore, ça fait partie de nos défis. Vraiment beaucoup de courage dans ce milieu-là. Nous avons... Est-ce que vous avez un message quand on prend par exemple, quand on prend votre parcours, jusqu'à ce niveau, vous avez eu des défis, mais également vous avez eu des réussites. Ça veut dire que, c'est vrai, tout n'est pas rose, mais vous êtes arrivé à sortir votre épingle du jeu. Les jeunes filles qui nous suivent aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut les motiver à embrasser une carrière scientifique, les séries scientifiques? Nous avons un événement aujourd'hui qui rassemble les jeunes filles scientifiques, Miss Science, pardon. Mais est-ce que cet événement, à vous, est-ce que ça suffit seulement? Est-ce que vous réfléchissez à d'autres choses, à d'autres moyens pour faire vraiment adhérer ces jeunes filles-là à la chose scientifique? Bon, vous avez parlé de Miss Science. C'est vrai qu'il y a des programmes pour... des projets pour que les jeunes filles partent vers les sciences. Bon, il y a, par exemple, à la Société mathématique, il n'y a pas que pour les jeunes filles. Ça, c'est pour que les élèves, en général, partent vers les sciences. Je vous avais déjà dit, c'est, entre autres, essayer de démystifier, faire des olympiades et tout. Donc, c'est vrai que moi, je dirais surtout... En dehors de ces projets-là, il faut plutôt sensibiliser les parents en ce qui concerne les jeunes filles. Parce que pour faire les sciences en général et les mathématiques en particulier, il faut être constant dans le travail. Et ça, les parents, ça, ce n'est pas possible. Il faut que les parents donnent non seulement du temps aux jeunes filles, mais aussi les moyens voilà, d'être constante dans le travail.
On a l'habitude de dire entre nous que, par exemple, entre nous, ceux qui font mathématiques, si vous laissez les mathématiques un jour, elles vous laissent une semaine. Donc, il faut être là, voilà, il faut être constant. Et pour ça, il faut que les parents s'impliquent. Ça, c'est un. Il ne faut pas aussi que les parents transfèrent leur peur de sciences ou des mathématiques aux enfants. Parce qu'il y a ça aussi. Voilà. Donc, je parlerai plutôt aux parents. Et après, les enseignants. Il faut démystifier les sciences, il faut démystifier les mathématiques, essayer de faire le lien entre les mathématiques et la vie réelle. Donc, ça va encourager les enfants aussi, à peut-être avec les petits prix, voilà, en fin d'année scolaire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, mathématicienne, comment est-ce que vous arrivez à combiner votre vie de mathématicienne à votre vie de couple? Alors, combiner les deux, c'est vrai que ce n'est pas évident parce que la matière qu'on enseigne en dehors des recherches, c'est vrai que c'est une matière, voilà, on enseigne ce qui a déjà été fait. Mais chaque année, on rencontre de nouveaux étudiants. Donc, les étudiants, ils n'ont pas la même façon de comprendre les choses. Donc, chaque année, il faut essayer de revoir le cours, revoir comment transmettre de façon optimale comment dire, les leçons, les cours, la connaissance. Donc, chaque année, il faut refaire, voilà, chaque année, il faut refaire un nouveau cours en tenant compte du niveau des étudiants, en tenant compte de ce qu'on a constaté chez les étudiants. Voilà, jour après jour. Donc, vous n'avez pas répondu à ma question. Comment est-ce que vous combinez votre vie d'enseignante et chercheur à votre vie de couple? C'est pour vous dire que malgré qu'il y a beaucoup de travail, ce n'est pas quelque chose qu'on a appris une fois, on connaît, donc chaque année on fait la même chose. Non. Donc chaque année, comme chaque année, on est obligé de tout refaire, de tout, voilà, en fonction du niveau de nos étudiants, en fonction d'un certain nombre de paramètres, en fait. Okay. Donc, du coup, ce n'est pas facile. Mais c'est une question d'organisation. Il faut être organisé. Il faut avoir en face des gens qui comprennent. Voilà. Des gens qui comprennent, qui ont envie de vous aider dans ce que vous faites. Et ça marche. Voilà, ça Alors, marche. nous allons poser, en tout cas, la dernière question. On est pratiquement à la fin de cette émission. Est-ce que Dr Keita Shatta Sanogo a des enfants? Oui, j'ai 2 garçons. Certainement que vous leur transmettez déjà des gènes mathématiques ou des gènes scientifiques. J'essaie. Très bien. Quel est le plat malien que vous appréciez le plus? Le tout. Le taux. Avec du gombo frais. Ok. Voilà. Alors, vous avez entendu, elle est à Kati. Il faut qu'on fasse un tour chez elle pour apprécier le taux scientifiquement et mathématiquement fait avec la sauce gombo. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Un dernier mot. J'avais une question, non? Tu avais une question? Un moment, peut-être que ça a été déjà posé, je ne sais pas. Alors, allez. Oui, j'allais lui demander si elle avait, par exemple, une technique particulière pour faire adhérer les gens aux sciences ou aux mathématiques, voilà, en particulier. C'est comme je l'ai déjà dit, j'essaie de faire le lien. À chaque fois que j'aborde une notion, j'essaie de faire le lien entre la vie réelle et voilà, la leçon du jour. Donc voilà. Et les langages, chaque fois que je dis un mot, je leur dis, allez-y voir dans la roue, c'est la même chose. Que ce soit en mathématiques, que ce soit en littérature, ça veut dire la même chose. Quand on parle de voisinage en mathématiques, c'est voisinage terre et terre. Terre à terre, comme vous l'entendez. Donc voilà, c'est comme ça, c'est comme ça que je fais. Et ça marche, cette technique? Ça marche. Il y en a qui... Souvent, tu vois même sur les visages des étudiants, donc on a l'impression... voilà. Ils sont revenus. Voilà, ils se disent, d'accord. Merci beaucoup. Ce sera tout? Oui. Merci beaucoup, Ramatou Raïdara. Alors, votre mot de la fin?
Le mot de la fin, lancer un appel. Ok. Voilà, lancer un appel aux parents. Tout le monde est unanime là-dessus que ce sont les sciences et les technologies qui font avancer un pays. C'est ça. Et les sciences, la base des sciences, ce sont les mathématiques. Donc, encourager les enfants à aller vers les sciences. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Dr Keita Chata Sanogo. Elle est docteur en mathématiques, spécialisée en mathématiques appliquées. Merci de passer sur ce plateau de Café Scientifique sur Joliba TV. Merci une fois encore. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons quand même un très bon moment. Merci de nous suivre tous les jours sur cette chaîne Joliba TV. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, prenez soin de vous. C'est Dieu qui demeure fort.